Olivier Morel, bonjour. Bonjour. Alors, on va évoquer dans le 4e volet de ce travelling les capacités innées de l'enfant. Et je me rappelle d'un acteur qui m'avait fait cette réflexion. Je lui ai demandé, pour vous, c'est quoi l'enfant? Il m'a dit, c'est un brouillon d'homme. Est-ce que vous pensez ça? Ah non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça parce que plus j'ai étudié à la fois la violence éducative et ce que sont les enfants en réalité, plus je vois, et la recherche scientifique le confirme tout à fait, que les enfants sont vraiment des êtres extraordinaires et que Jésus n'avait pas du tout tort de dire le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Mais pourquoi toujours Jésus? Oh, parce que je l'ai dit, j'ai une formation chrétienne, mais enfin là je voudrais revenir sur le plan scientifique. Parce que ce qu'on découvre aujourd'hui, ce qu'on est en train de découvrir, et vraiment qui a été découvert dans les dernières dizaines d'années, la découverte la plus ancienne, ça a été la découverte de l'attachement. Dans les années 50 du XXe siècle, John Bowlby, un psychanalyste qui était très libre par rapport à la psychanalyse, a découvert cet attachement des enfants à leurs parents, attachement qui fait qu'ils sont absolument dépendants, et leur organisme sait qu'ils sont absolument dépendants de leurs parents, et donc ils ont à leur égard un lien très très fort. Et que plus ce lien est respecté, paradoxalement, plus on respecte ce lien, plus on accepte cette volonté d'attachement des enfants, plus ils vont avoir ensuite d'autonomie, de capacité d'autonomie, parce qu'ils se sont sentis en sécurité avec leurs parents, ils ont senti que leurs parents leur faisaient confiance, et donc ils vont avoir une capacité d'autonomie plus grande. Donc première capacité innée des enfants, qui est une capacité relationnelle, la capacité d'attachement. Deuxième capacité innée qu'on constate dès les premières heures de la naissance, après la naissance des enfants, ça a été démontré, on peut le voir sur Internet, les enfants sont des imitateurs nés. Dès le nouveau-né qui vient de sortir du ventre de sa mère, si on lui tient la tête, et si on fait devant lui, quand il a les yeux ouverts, des mimiques comme tirer la langue, ouvrir la bouche, eh bien il les reproduit automatiquement. C'est son organisme qui reproduit les gestes de ce qu'il voit, ou les mimiques qu'il voit, et ça va se reproduire, ça va se continuer tout au long de sa petite enfance. Il va apprendre à parler de cette façon, par imitation, il va apprendre à marcher, tout cela par imitation, et tous ces apprentissages vont se faire pour l'essentiel par imitation. Ce qui montre au passage notre extraordinaire responsabilité. On dit souvent il faut enseigner aux enfants la morale. La morale, on l'enseigne d'abord par la façon dont on se comporte. C'est par nos attitudes à l'égard des autres que nous apprenons aux enfants comment se comporter à l'égard des autres. Et ce n'est pas en leur faisant des sermons. Enfin, on peut leur dire aussi, leur expliquer. Mais l'essentiel, c'est dans le comportement qu'on a avec eux et avec les autres. Donc l'imitation. Troisième capacité extraordinaire des enfants et innée, mais j'en ai un petit peu parlé, je n'y reviens pas, donc c'est l'empathie. Cette capacité à partager les émotions des autres, à ressentir ce que ressentent les autres et ensuite à comprendre les émotions qu'ils éprouvent, qui est une capacité vitale d'ailleurs. Elle existe chez les animaux. Les animaux savent à partir de la mimique de leurs semblables, ils savent reconnaître si c'est un ami, s'ils viennent de façon amicale ou hostile. Et c'est donc quelque chose de vital. Ensuite, il y a l'altruisme. Ça, on l'a découvert, on l'a prouvé tout récemment, dans les premières années du XXIe siècle. Ce sont des scientifiques allemands qui l'ont montré, et là aussi on peut le voir sur Internet. Des enfants tout petits, des enfants qui marchent à peine. Si un adulte montre qu'il est en difficulté, par exemple, il a fait tomber un objet, il cherche à le ramasser, il n'y arrive pas, eh bien l'enfant voit la scène, il comprend la situation de l'adulte, et il vient ramasser l'objet, et il le tend à l'adulte. C'est un altruisme totalement inné, on ne lui a rien dit, on ne lui a pas dit de venir en aide, on ne le remercie pas, on ne lui dit rien, on recommence la même scène, il reproduit le geste. Autrement dit, c'est vraiment un altruisme inné, et ça c'est fondamental. D'ailleurs, l'altruisme, on l'a constaté aussi chez les animaux. Il y a chez presque tous les animaux, au moins les mammifères, il y a des réflexes d'altruisme. Ensuite, il y a encore d'autres capacités. Il y a une capacité extraordinaire, un peu paradoxale pour nous, c'est qu'on s'est aperçu que les enfants, avant d'obéir à un ordre, réfléchissent. Et s'ils constatent que l'ordre
est stupide, incohérent, eh bien, ils n'obéissent pas. Par exemple, on leur dit de remplir un verre. Ils s'aperçoivent qu'on a deux sortes de verres, un verre qui est troué et un verre qui est intact. Quand on leur tend le verre intact, ils remplissent le verre. Quand on leur tend le verre troué, ils s'aperçoivent que c'est un ordre stupide, ils refusent de le remplir ou ils n'obéissent pas. Mais vous parlez d'enfants de quel âge? Tout petit. C'est-à-dire tout petit. 1 an, et il faut qu'ils soient capables de faire le geste. Mais sans apprentissage réel de la vie. Sans aucun apprentissage. Sans autre apprentissage que ce qu'ils ont appris jusque-là. Ils ont donc cette capacité de réfléchir avant d'obéir. Or, cette capacité, elle est fondamentale. À vous entendre, c'est chaleureux, c'est humain, c'est beau, mais on a l'impression que la non-violence, c'est la recette miracle à tous les problèmes. Je n'ai pas parlé de non-violence. J'ai parlé du fait que nous sommes des animaux qui sont dotés. Je dis que nous sommes des animaux, et dans mon esprit, c'est pas péjoratif. Parce que justement, aujourd'hui, on découvre les capacités relationnelles des animaux, et nous les avons en nous. J'aimais beaucoup la phrase d'un médecin, c'est le docteur Cohen, je crois, qui disait la meilleure partie de l'homme, c'est l'animal. Parce que on parle souvent de l'humanité, un homme qui fait preuve d'humanité, ben, c'est souvent d'animalité qu'il fait preuve. Je pense par exemple à ces gens qui ont sauvé des quantités de juifs pendant la guerre, par exemple ceux qu'on a reconnu, que Israël a reconnu comme des justes. Eh bien, ce sont des gens qui ont souvent réagi spontanément, dans la spontanéité. Quelqu'un qui venait leur demander qui leur a demandé de leur ouvrir leurs portes, de les abriter, presque tous ils ont dit mais c'était naturel, je ne pouvais pas ne pas le faire, je n'ai pas même réfléchi. Je l'ai fait spontanément. Mais certains ont refusé par peur, tout simplement. Est-ce que la peur est une forme de violence? La peur, c'est vrai que la peur, c'est une réaction aussi animale. Et elle a pu jouer, effectivement, dans les cas de refus. Mais quand elle est compensée par une forte empathie, je crois qu'elle peut, justement, l'empathie peut passer par-dessus la peur et faire avoir tout de suite des réflexes d'humanité. Et de se dire, il faut le faire, il faut sauver ces gens-là, on va faire ce qu'il faut, trouver les moyens, et en même temps avec intelligence aussi, en tâchant de ne pas commettre d'imprudence, de ne pas être téméraire, mais faire ce qu'il faut pour sauver ces gens-là, parce que c'est la primauté, c'est quelque chose qui est essentiel. Et alors, quelle différence faites-vous entre l'empathie et la non-violence? Disons que l'empathie, c'est une composante de la non-violence. Du fait de ne pas, ça dépend de ce qu'on appelle non-violence. Si c'est simplement le fait de la bienveillance fondamentale, qui liée à ces capacités innées dont j'ai parlé, c'est pas du tout la non-violence, c'est pas du tout théorique, c'est un comportement en quelque sorte spontané. Si on parle de non-violence au sens gandhien, de non-violence plus élaborée, mais qui peut être branché, qui peut se brancher justement sur cette bienveillance fondamentale, et je crois que chez Gandhi c'était le cas. Gandhi était un enfant qui avait été respecté en général. Il avait d'ailleurs à l'égard de son père une attitude de grande liberté. Et ce sont souvent les gens qui ont eu avec leur père une attitude de grande liberté qui se sentent à l'aise avec les autres parce qu'ils n'ont pas subi d'autorité violente. Erasme, Rabelais, Montaigne, qui ont en commun d'avoir dit énormément de bien de leur père et de la bonté, de la générosité de leur père. Je trouve que ça c'est significatif. Olivier Morel, merci. À demain. À demain.